Parfois, la vie vous présente des défis apparemment impossibles, des terres froides, des routes difficiles, des guerres, des pertes. Le sentiment que les autres décident toujours pour vous, vous impose leur volonté, vous enlève votre identité, vos rêves, votre liberté. Et si je vous disais qu'il existe un peuple qui a survécu à tout cela? Un peuple envahi, divisé, oublié, utilisé comme monnaie d'échange, mais qui n'a jamais laissé son droit d'écrire sa propre histoire lui être retiré. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de la Norvège. Une histoire qui ne se résume pas seulement à ses fjords, à ses aurores boréales et à ses paysages magiques, mais aussi à sa résilience, à sa lutte et à sa dignité. Car comprendre la Norvège, c'est comprendre que, peu importe le nombre de fois où l'on tente de vous abattre, il y a toujours un moyen de se relever, de reconstruire et de renaître plus fort que jamais. Si vous avez déjà eu l'impression que la vie était difficile, cette histoire est pour vous, parce que l'histoire de la Norvège peut être la vôtre aussi. Parfois, la vie vous présente des défis apparemment impossibles, des terres froides, des routes difficiles, des guerres, des pertes. Le sentiment que les autres décident toujours pour vous, vous impose leur volonté, vous enlève votre identité, vos rêves, votre liberté. Et si je vous disais qu'il existe un peuple qui a survécu à tout cela? Un peuple envahi, divisé, oublié, utilisé comme monnaie d'échange, mais qui n'a jamais laissé son droit d'écrire sa propre histoire lui être retiré. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de la Norvège. Une histoire qui ne se résume pas seulement à ses fjords, à ses aurores boréales et à ses paysages magiques, mais aussi à sa résilience, à sa lutte et à sa dignité. Car comprendre la Norvège, c'est comprendre que, peu importe le nombre de fois où l'on tente de vous abattre, il y a toujours un moyen de se relever, de reconstruire et de renaître plus fort que jamais. Si vous avez déjà eu l'impression que la vie était difficile, cette histoire est pour vous, parce que l'histoire de la Norvège peut être la vôtre aussi. Avant de commencer ce voyage à travers l'histoire norvégienne, j'ai une demande très spéciale à vous faire. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et sonnez, car ici, nous racontons des histoires que le monde ne doit jamais oublier. Et laissez-moi un commentaire avec cette phrase. Je suis aussi prêt à écrire ma propre histoire. Parce que lorsque vous le faites, vous aidez cette vidéo à atteindre plus de personnes qui, comme vous, recherchent de l'inspiration, de la force, et à comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour se lever et construire un nouvel avenir. Découvrons ensemble l'incroyable histoire de la Norvège. 1. Un voyage aux origines, la Norvège préhistorique. Imaginez un endroit où tout est recouvert de glace, montagnes, vallées, rivières, tout est d'un blanc immaculé. Voici à quoi ressemblait la Norvège il y a plus de 12 000 ans, lors de la dernière période glaciaire. Il n'y avait ni village, ni ville, ni bateau viking, juste un paysage gelé et inhospitalier. Mais le monde changeait. Le climat commença progressivement à se réchauffer et la glace, apparemment éternelle, commença à reculer, laissant derrière elle une terre peuplée de montagnes imposantes, de fjords profonds et de forêts luxuriantes. C'est alors que les premiers êtres humains courageux décidèrent de s'aventurer sur ces terres. Les archéologues ont retrouvé des traces de ces premiers peuples nordiques, outils en pierre, lances et même couteaux en os. Ils n'étaient ni agriculteurs ni pêcheurs, c'étaient des chasseurs-cueilleurs qui dépendaient entièrement de la nature pour leur survie. Et que chassaient-ils? D'énormes animaux comme des rennes, des wapitis et des phoques. C'étaient des pisteurs experts qui savaient lire les empreintes dans la neige et comprendre les cycles de vie des animaux. Ils cueillaient également des fruits et des racines sauvages et pêchaient dans les rivières gelées. Imaginez ces petites communautés vivant dans des grottes ou des abris faits de fourrure et de bois. La nuit, autour du feu, ils racontaient des histoires, tandis que le vent du nord sifflait bruyamment. Tout était un défi, le froid, les tempêtes, les animaux sauvages. Mais malgré tout, ces premiers Norvégiens savaient s'adapter. Au fil des siècles, ils ont appris à fabriquer des outils plus sophistiqués.
On trouve encore aujourd'hui des traces de leur existence dans des endroits comme Alta, dans le nord de la Norvège, où des pétroglyphes, des dessins gravés dans la pierre, nous racontent leur mode de vie, figures de reines, bateaux primitifs et scènes de chasse. Ces communautés commencèrent à s'installer près des fjords, ces immenses criques entourées de montagnes. Elles y trouvèrent un lieu de vie idéal, avec un accès à la mer poissonneuse et aux forêts qui leur fournissaient bois, nourriture et abri. Peu à peu, ce qui n'était autrefois qu'un groupe de chasseurs nomades a commencé à se transformer. Ils ont appris à pêcher, à construire les premiers bateaux simples et à créer des outils plus durables. C'est là que la relation particulière que les Norvégiens ont toujours entretenue avec la mer et la nature a pris forme. Ce fut le début, le premier battement de cœur d'une nation qui, sans le savoir, commençait à écrire son histoire. Eux deux, les premiers établissements et la vie des peuples nordiques. Au fil des siècles, ces premiers groupes de chasseurs et de cueilleurs ont commencé à découvrir que la Norvège n'était pas seulement un lieu de glace et de froid, c'était aussi une terre abondante, pleine de ressources, mais qui nécessitait des efforts, de l'adaptation et du courage pour survivre. Les communautés commencèrent à s'installer plus durablement près des fjords, ces criques impressionnantes, entourées de montagnes gigantesques qui semblent sculptées par les dieux. Et ce n'était pas un hasard. Là, la mer leur offrait poissons, phoques et baleines, tandis que les forêts leur fournissaient bois, animaux à chasser et matériaux pour construire leurs maisons. La vie était simple mais pas facile. Imaginez de petits villages composés de maisons en bois aux toits de tourbes protégeant du vent glacial. À l'intérieur, des familles entières se réunissaient autour du feu, cuisinant du poisson séché, de la viande d'élan ou de renne, et partageant des histoires qui expliquaient le monde à travers leurs yeux. La nature n'était pas perçue comme une ennemie, mais comme une puissante alliée à respecter profondément. Ils apprirent à lire le ciel, les changements climatiques et les courants marins. Leur vie était intimement liée au cycle de la nature. C'est à cette époque qu'ils commencèrent à développer leur première technologie maritime. Leurs embarcations étaient simples, faites de bois et de cuir, mais suffisantes pour se déplacer entre les îles et naviguer dans les fjords. Ils pêchaient non seulement en mer, mais commencèrent aussi à échanger des marchandises avec les villages voisins. Les archéologues ont découvert des traces de cette période sur des sites tels que Rønn, où ils ont découvert des vestiges d'habitation, des outils en pierre, en os et en bois, ainsi que des ossements d'animaux qui montrent clairement ce qu'ils mangeaient et comment ils vivaient. Mais ils ne se contentaient pas de chasser et de pêcher. Progressivement, ils commencèrent à expérimenter l'agriculture et l'élevage. Ils cultivèrent l'orge, l'avoine et le lin et domestiquèrent des animaux comme les moutons, les chèvres et les vaches. Cela ne signifiait pas pour autant qu'ils abandonnaient la chasse, mais qu'ils pouvaient désormais la combiner avec une vie plus stable et plus sûre. Ils commencèrent également à fabriquer des objets d'une habileté étonnante: couteaux, hameçons, lances, aiguilles et bijoux en os et en ambre. Certains de ces objets étaient non seulement utilitaires, mais aussi décoratifs, démontrant qu'à cette époque déjà, un sens aigu de l'esthétique et une forte identité culturelle existaient. Et n'oublions pas un élément fondamental, leur relation spirituelle avec la nature. Ils croyaient aux esprits qui peuplaient les forêts, les montagnes et la mer. Tout avait une âme, les rochers, les arbres, le vent. C'était un monde empli de magie et de sens. Au fil des générations, ces communautés se sont développées, tissant des liens entre elles, partageant connaissances, compétences et ressources. Ce qui n'était au départ que de petits groupes dispersés a commencé à prendre forme. Une identité, une culture qui, sans même le savoir, faisait les premiers pas vers ce que, des siècles plus tard, nous connaîtrions sous le nom de Norvège. Mais bien sûr, le plus fascinant restait à venir, car ces mêmes communautés forgées entre fjords, montagnes et mers déchaînées allaient devenir les navigateurs les plus audacieux, les commerçants les plus intelligents et les guerriers les plus redoutés de toute l'Europe du Nord.
Nous commençons ainsi à aborder l'une des étapes les plus célèbres de cette histoire, l'ère viking. 3. L'ère viking, guerrier, navigateur et commerçant, 793-1066. Et maintenant, préparez-vous. Car c'est ici que l'histoire de la Norvège prend une tournure surprenante et devient l'une des plus connues, admirées et redoutées au monde. Nous entrons dans l'ère mythique des Vikings. Imaginez cette scène, une aube froide, la mer enveloppée de brouillard, et au loin des silhouettes apparaissent, se déplaçant rapidement sur l'eau. Ce sont de longs et étroits navires en bois, aux voiles carrées et ornés de dragons à la proue. Ce sont les dracars vikings, des navires capables de naviguer aussi bien en haute mer que sur des rivières peu profondes. Des navires transportant avec eux un mélange d'aventure, de commerce et de guerre. Tout commença officiellement en 793 lorsque les Vikings attaquèrent le monastère de Lindisfarne sur la côte anglaise. Ce jour entra dans l'histoire comme le début de l'expansion viking. Mais attention, c'est là que beaucoup se trompent. Les Vikings n'étaient pas que des pillards. Oui, ils étaient de féroces guerriers, mais ils étaient aussi des explorateurs, des commerçants, des constructeurs et des colonisateurs. Les Vikings norvégiens n'étaient pas satisfaits de ce que leur offrait leur territoire montagneux et rude. Ils avaient besoin de plus de terre, plus de ressources, plus d'opportunités. C'est pourquoi ils ont choisi la mer comme voie ultime. Depuis les côtes norvégiennes, ils mirent le cap sur les îles britanniques, l'Irlande, la France et même au-delà. Ils fondèrent des colonies en Islande, au Groenland. Et oui, ils atteignirent même l'Amérique du Nord, bien avant Christophe Colomb, dans un endroit qu'ils appelèrent Vinland, dans l'actuel Canada. Mais qu'est-ce qui les rendait si redoutables? Tout d'abord, leur technologie navale. Les dracars vikings étaient un chef-d'œuvre, rapide, stable et capable de naviguer en haute mer et sur les rivières intérieures. Cela leur permettait d'attaquer, de commercer et d'explorer presque n'importe quel endroit. Deuxièmement, leur courage. Ces hommes et ces femmes n'avaient peur ni des tempêtes, ni des distances, ni de l'inconnu. Pour eux, la mer n'était pas un obstacle, c'était un chemin. Troisièmement, leur organisation sociale. Bien que l'on imagine souvent les Vikings comme des sauvages indisciplinés, la réalité est qu'ils avaient une société très structurée. Il y avait des chefs, des rois locaux, des paysans, des artisans et des marchands. Les lois étaient discutées dans des assemblées appelées Things, où tous les hommes libres pouvaient exprimer leur opinion et voter. Et comment était votre quotidien? Il n'y avait pas que la guerre. De nombreux Vikings étaient agriculteurs, pêcheurs et commerçants. Ils cultivaient l'orge, l'avoine et le lin, ils élevaient des moutons, des chèvres et des bovins. Et lorsqu'ils n'étaient pas au champ, ils naviguaient. Ils échangeaient fourrures, fer, miel, ambre et poissons séchés contre de l'argent, des épices, de la soie et d'autres marchandises venues de contrées lointaines. Leur culture était profondément spirituelle. Ils croyaient en des dieux puissants comme Odin, Thor, Freyja et Loki, qui contrôlaient le destin, la guerre, l'amour, la fertilité et le chaos. Leurs histoires sont empreintes de bravoure, de tragédie et d'enseignement. Ils croyaient que les guerriers morts honorablement au combat étaient emmenés par les Valkyries au Valhalla, lieu de gloire éternelle. Mais l'ère viking ne se résumait pas à la conquête. C'était aussi une époque d'innovation, de lien entre les peuples et de découverte de nouvelles terres. Cependant, rien n'est éternel. Cette époque glorieuse commença à s'affaiblir. Les sociétés évoluèrent, le commerce devint plus rentable que la guerre, les royaumes européens se renforcèrent et commencèrent à mieux se défendre. Et un nouveau facteur commença à transformer la Norvège et le monde viking tout entier. L'avènement d'une nouvelle foi. Une foi qui parlait d'un Dieu unique, d'amour, de pardon, et qui s'opposait de front à l'ancienne religion nordique. Ainsi commença la fin de l'ère viking et la naissance d'un nouveau chapitre dans l'histoire norvégienne. 4. Les rois vikings et l'unification de la Norvège. Le monde viking était peuplé de clans, de familles puissantes et de petits royaumes qui, bien que partageant la même langue, la même culture et les mêmes croyances, vivaient souvent en conflit. Chaque vallée,
Chaque fjord, chaque région avait son propre chef et ses propres lois. Mais au milieu de toutes ces divisions, un homme émergea qui allait changer l'histoire à jamais. Un homme qui rêvait non seulement de devenir roi, mais aussi d'unifier tous ces territoires sous une même bannière. Son nom était Harald Hårfagre, surnommé en espagnol Harald aux beaux cheveux. Et pourquoi ce nom? Et la légende raconte qu'Harald avait promis de ne plus se couper ni se peigner les cheveux tant qu'il n'aurait pas réuni toute la Norvège sous sa couronne. Sa crinière est devenue le symbole de sa promesse et de sa détermination. Mais comment parvenir à une telle chose dans un monde où chaque dirigeant défend bec et ongles son lopin de terre? Avec de la stratégie, des alliances, et oui, aussi avec la guerre. Harald commença sa campagne au IXe siècle, affrontant un à un les petits rois locaux, les jarls, nobles guerriers, et les clans résistants. Ce ne fut ni une tâche rapide ni facile. Chaque victoire exigeait plus que de la force. Il fallait convaincre ses ennemis qu'unis, ils seraient plus forts face aux menaces extérieures et aux défis de la mer. L'une des batailles les plus importantes de ce processus fut la bataille de Hafrsfjord, vers 872, près de l'actuel Stavanger. Harald y affronta une puissante coalition de rois qui refusaient de perdre leur indépendance. Les combats furent acharnés, mais finalement, Harald en sortit victorieux. Et avec cette victoire, le royaume de Norvège est officiellement né. Qu'est-ce qui a changé depuis? La Norvège cessa d'être un patchwork de clans dispersés pour devenir un royaume. Mais attention, cela ne signifiait pas une paix totale. Gouverner un territoire aussi montagneux, fragmenté et parsemé de fjords n'était pas chose aisée. Les communications étaient difficiles et les tensions internes demeuraient vives. Cependant, Harald parvint à poser les bases d'un royaume qui commença progressivement à se renforcer. Il imposa le paiement d'un tribut, organisa la défense côtière et établit une autorité centrale, une autorité jamais vue auparavant dans ces terres. Et là, quelque chose d'intéressant se produit. Cette unification ne plut pas à tout le monde. De nombreux clans et familles, ayant perdu leur indépendance, décidèrent de quitter la Norvège à la recherche de nouveaux horizons. Et devinez ce qu'ils firent. Ils mirent le cap vers l'ouest. C'est ainsi que des colonies vikings apparurent en Islande, au Groenland et même au Vinland, Amérique du Nord. Autrement dit, indirectement, l'unification de la Norvège fut l'un des moteurs de l'expansion viking à travers l'Atlantique Nord. Mais le travail d'Harald n'était que le début. Après lui, ses descendants poursuivirent l'œuvre de consolidation du royaume. Certains rois le renforcèrent, d'autres le divisèrent. Il y eut des périodes de stabilité et des périodes de guerre civile. Mais la graine était déjà plantée. La Norvège ne serait plus une terre de clans dispersés, mais un royaume qui commençait à voir au-delà de ses montagnes et de ses fjords. Et au fil du temps, un changement encore plus grand se produisait. Un changement qui ne viendrait ni de l'épée ni des voiles portés par le vent, mais de la foi. Une nouvelle religion, venue de contrées lointaines, commençait à émerger. Une foi qui parlait d'un Dieu unique et qui mettrait fin aux anciens dieux nordiques. Ainsi commença la christianisation de la Norvège, et avec elle, un nouveau chapitre de son histoire. Et avant de continuer cette histoire, laissez-moi vous poser une question très rapide. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment. Assurez-vous d'être abonné et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cette histoire. Car en faisant cela, vous ne soutenez pas seulement cette chaîne. Vous aidez davantage de personnes partout dans le monde à découvrir que l'histoire ne se résume pas au passé. C'est aussi un guide pour comprendre qu'il est toujours possible d'avancer, quelle que soit la difficulté du chemin. Nous continuons, car l'histoire norvégienne a encore beaucoup à vous apprendre. 5. La christianisation de la Norvège, des dieux nordiques au Christ. L'unification de la Norvège avait donné naissance à un royaume, mais pas à une religion unique. Bien qu'ils obéissent désormais tous à un seul roi, leur cœur palpitait encore sous la puissance des anciens dieux nordiques. Thor, dieu du tonnerre, protégeait l'humanité du chaos et des ennemis.
Odin, père de tous, dieu de la sagesse et de la guerre, régnait sur les cieux. Freyja, déesse de l'amour, de la fertilité et de la guerre, guidait les âmes et protégeait les foyers. Ces dieux survivaient dans leurs récits, leurs rituels, les amulettes que les Nordiques portaient autour du cou et les marteaux de Thor taillés dans le bois ou le fer. Ils étaient plus que la religion, ils étaient l'identité, la vie, l'explication de tout. Mais le monde changeait. Du sud, du cœur de l'Europe, une nouvelle foi se répandait, le christianisme. Et il n'arrivait pas sur des navires de guerre, mais par l'intermédiaire de marchands, de missionnaires, et parfois sous la pression des royaumes voisins qui avaient déjà adopté cette religion. Les premiers contacts avec le christianisme furent lents, presque timides. Certains marchands adoptèrent la nouvelle foi pour faciliter leurs échanges avec les Anglais, les Français et les Allemands. D'autres le firent en quête d'alliances politiques. Mais, comme toujours dans l'histoire, tout changement exige un leader déterminé. Et c'est là qu'apparaît une figure clé. Olav Tryggvason. Olav Tryggvason était un roi charismatique, courageux et aussi impitoyable. Il grandit en exil, sillonnant les mers comme un viking, mais découvrit également le christianisme lors de ses voyages en Angleterre et dans les îles de la mer Baltique. À son retour en Norvège en 995, il avait une mission claire, convertir le royaume au christianisme. Et il le fit, mais pas vraiment pacifiquement. Olav parcourut les fjords, les villages et les vallées, offrant aux chefs locaux deux options, accepter le baptême ou affronter l'épée. Les récits parlent d'autels païens détruits, d'idoles de Thor brûlées dans des bûchers, de puits sacrés transformés en fonts baptismaux. Oui, ce fut un processus difficile, empreint de tension, de peur et de résistance. Car pour un paysan norvégien, renoncer au Dieu de ses ancêtres n'était pas une mince affaire. Cela signifiait rompre avec des siècles de tradition, avec la protection des esprits de la forêt, de la mer, du tonnerre et du feu. Mais Olav n'était pas le seul. Un autre roi, peut-être encore plus influent, fut Saint Olav, Olav II Haraldsson. Il régna à partir de 1015 et mena la christianisation de manière plus structurée et légale. Olaf II a non seulement détruit les anciens cultes, mais a également instauré des lois chrétiennes, fondé des églises, nommé des évêques et posé les fondations de ce qui allait devenir l'Église de Norvège. Sa mort à la bataille de Stiklestad en 1030, en combattant des chefs qui défendaient encore des traditions païennes, a fait de lui un martyr. Peu après, il a été canonisé et son tombeau à Trondheim est devenu un lieu de pèlerinage pendant des siècles. Qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée du christianisme? Bien plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Il ne s'agissait pas seulement d'un changement religieux, c'était un profond changement culturel. Les premières églises en pierre et en bois commencèrent à être construites, y compris les belles stavkirk, qui se dressent encore aujourd'hui comme témoins du passé. L'écriture, les disques et les livres firent leur apparition. Ce qui se transmettait auparavant uniquement oralement commença à être consigné sur parchemin. Les lois furent réorganisées. Les querelles familiales et les duels commencèrent à être interdits. Une nouvelle façon de considérer la vie, la mort et l'au-delà a été introduite. L'ancienne vision du monde des 9 mondes nordiques, du Valhalla, des géants et des dieux, a été remplacée par l'idée du paradis, de l'enfer et du salut. Mais attention, la christianisation n'a pas complètement effacé le passé. En réalité, la Norvège, comme beaucoup d'autres pays, a longtemps mêlé ses anciennes croyances aux nouvelles. Aujourd'hui encore, des traces de cette époque pré-croix subsistent dans de nombreuses légendes, contes populaires et traditions. La Norvège a ainsi clos le chapitre de ses anciens dieux et commença son cheminement au sein du monde chrétien européen. Mais ce nouveau monde allait aussi apporter de nouveaux défis, de nouvelles opportunités et aussi de nouvelles zones d'ombre. Parce que le siècle prochain ne sera pas celui de la gloire, mais celui de la lutte pour la survie face aux pandémies, aux guerres et à la domination étrangère. 6. Le Moyen Âge norvégien, entre prospérité et défi.
La christianisation avait profondément transformé la société norvégienne. Les anciennes croyances furent abandonnées et peu à peu, le royaume commença à s'intégrer au vaste réseau des royaumes chrétiens d'Europe. S'ensuivit une période de croissance, non sans ombre, une époque de splendeur au commencement. Au Dingip, XIIe et une partie du XIIIe siècle, la Norvège connut une période de relative prospérité. Les villages se développèrent, de petits marchés apparurent et les fjords, autrefois le théâtre du départ des dracars vikings pour la guerre, étaient désormais remplis de navires marchands chargés de poissons séchés, de fourrures, de bois et de fer. De magnifiques églises commencèrent à être construites, dont beaucoup en bois connus sous le nom de célèbres Stavkirke, avec leurs toits pointus et leurs décorations mêlant encore symboles chrétiens et motifs de la mythologie nordique antique. Certains de ces joyaux architecturaux subsistent encore aujourd'hui et semblent tout droit sortis d'un conte médiéval. Les villes commencèrent à prendre forme. Bergen, par exemple, devint l'un des principaux ports commerciaux d'Europe du Nord, reliant la Norvège à la puissante Ligue hanséatique, un réseau commercial reliant les ports de Londres à la Russie. Mais la croissance n'est pas venue seule. Les tensions internes, qui n'avaient jamais complètement disparu depuis l'époque d'Harald à la belle chevelure, refirent surface avec acharnement. Familles nobles, jarls et prétendants au trône s'affrontèrent sans cesse. Des guerres civiles secouèrent la Norvège pendant plus d'un siècle, de 1130 à 1240. Imaginez un pays où, génération après génération, les paysans ignoraient qui serait leur prochain roi. Les alliances changeaient, les rois étaient renversés, assassinés ou remplacés par leurs propres frères ou cousins. Chaque région avait son propre candidat, et la guerre faisait presque partie du quotidien. Enfin, la commande est arrivée. C'est sous le règne de Håkon IV Håkonsson, au XIIIe siècle, que la Norvège atteignit une véritable stabilité. Håkon consolida non seulement le trône, mais aussi l'administration du royaume, promouvit l'éducation et modernisa les lois, les adaptant au modèle européen. Sous son règne et celui de son fils Magnus Sisn, surnommé le législateur, les premières codifications juridiques norvégiennes furent promulguées. Pour la première fois, le pays disposait d'un ensemble de lois unifiées, applicables de manière égale à tous, des paysans aux nobles. La Norvège devenait un royaume organisé, civilisé et respecté en Europe. Mais alors que tout semblait aller bien, l'obscurité est arrivée. Au milieu du XIVe siècle, un ennemi invisible, silencieux et mortel traverse les mers. La peste noire. En 1349, un navire arriva au port de Bergen, chargé non seulement de marchandises, mais aussi de rats infectés par des puces porteuses de la bactérie mortelle. En quelques semaines, la peste se répandit comme une traînée de poudre. Les chroniques de l'époque sont déchirantes. Des villages entiers ont disparu, des familles entières ont péri en quelques jours. Il n'y avait aucun endroit sûr, des fjords les plus reculés aux villes les plus prospères. La mort frappait à toutes les portes. On estime que plus de 50% de la population norvégienne a péri. Imaginez un pays où les champs seraient laissés sans personne pour les cultiver, les bateaux sans personne pour naviguer, les maisons sans personne pour y vivre. Un silence absolu s'est abattu sur la Norvège. Les conséquences ont été dévastatrices. Les terres ont été abandonnées. De nombreuses familles nobles ont disparu. Les structures gouvernementales se sont effondrées. Le commerce international est au point mort. Et au milieu de ce chaos, la Norvège était affaiblie, tant démographiquement qu'économiquement. Un royaume qui avait atteint son apogée un siècle plus tôt se retrouvait désormais vulnérable. Et cette faiblesse ouvrirait la voie à un nouveau chapitre de son histoire. Un chapitre où la Norvège ne serait plus entièrement maître de son destin. Parce que depuis le sud, le Danemark a commencé à regarder vers le nord. 7. L'union de Kalmar, la Norvège à l'ombre du Danemark, 1397-1814. La peste noire a non seulement emporté plus de la moitié de la population norvégienne,
Mais elle a également emporté une grande partie de son indépendance, de sa puissance économique et de sa capacité à se maintenir en tant que royaume fort et autonome. Tandis que la Norvège tentait de renaître de ses cendres, ses voisins du Sud, le Danemark et la Suède, gagnaient en puissance, en population et en ambition. C'est là que l'histoire prend un tournant décisif. La naissance de l'Union de Kalmar. En 1397, sous la direction de l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire médiévale, Marguerite Ier de Danemark, l'Union de Kalmar fut formée. Une alliance unissant le Danemark, la Suède et la Norvège sous un seul monarque. En théorie, cette union a été formée pour se protéger mutuellement, partager les ressources et se renforcer mutuellement contre les ennemis extérieurs, tels que la puissante Ligue hanséatique ou les royaumes germaniques. Mais la réalité était différente. Qu'est-ce que cela signifiait réellement pour la Norvège? Alors que la Suède parvenait à conserver un certain degré d'indépendance et luttait constamment pour se libérer de l'Union, la Norvège était pratiquement réduite à une province danoise. Les décisions importantes ne se prenaient plus à Oslo ou à Bergen, mais à Copenhague. Les lois norvégiennes ont été progressivement remplacées par celles danoises. Le danois est devenu la langue dominante dans les documents officiels, l'éducation et l'administration. Les familles nobles norvégiennes, affaiblies par la peste, furent remplacées ou absorbées par l'aristocratie danoise. La Norvège, autrefois royaume viking indépendant, explorateur des mers et façonneur de son propre destin, est devenue la petite sœur oubliée de cette union. Mais la vie continuait. Les Norvégiens continuèrent de vivre des mêmes moyens de subsistance traditionnels. La pêche, la navigation, l'agriculture et la sylviculture. Les fjords demeurèrent des routes commerciales et des villes comme Bergen, Trondheim et Stavanger continuèrent de se développer, bien que sous la supervision danoise. Mais cette domination eut également de profondes conséquences culturelles. Pendant près de 400 ans, de la fin du XIVe au début du XIXe siècle, la culture norvégienne fut fortement influencée par le Danemark. La langue que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de norvégien a commencé à s'imprégner de mots, de structures et de formes danois. L'architecture, la littérature, la musique et même le mode de gouvernement reflétaient davantage Copenhague qu'Oslo. Mais l'identité norvégienne n'est jamais morte. Dans les montagnes, dans les villages isolés, dans les fjords les plus reculés, les traditions perduraient. Chants, contes populaires, danses, légendes et modes de parole résistaient à l'oubli. L'âme norvégienne demeurait vivante, même silencieusement, attendant son heure de réveil. Et ce moment approchait. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, le monde entier était en pleine mutation. Les idées des Lumières, la Révolution française et les guerres napoléoniennes secouaient l'Europe. Les anciens empires commençaient à s'effondrer. Et le Danemark, qui avait contrôlé la Norvège pendant des siècles, fut entraîné dans le conflit. Entre alliances, trahison et guerre, le point de rupture fut atteint. En 1814, après la défaite du Danemark lors des guerres napoléoniennes, il fut contraint de signer le traité de Kiel, qui mit fin à plus de 400 ans de domination danoise sur la Norvège. La Norvège avait enfin une chance d'être libre. Du moins, c'est ce qu'elle semblait, car l'histoire, comme toujours, ne serait pas aussi simple. Un autre défi subsistait, l'union forcée avec la Suède. Lutte, des siècles de domination danoise, perte et résistance. En réalité, bien que l'Union de Kalmar ait officiellement pris fin au XVIe siècle, lorsque la Suède a brisé ses chaînes et est devenue indépendante, la Norvège n'a pas eu cette chance. Au contraire, elle s'est encore plus profondément liée au Danemark. Pendant plus de 300 ans, du XVIe siècle au début du XIXe siècle, la Norvège fut presque entièrement absorbée par le royaume du Danemark. Non pas en tant que partenaire, mais pratiquement comme colonie administrative. Le Danemark a commandé, la Norvège a obéi,
Les décisions politiques, les lois, l'économie, la diplomatie, tout était géré depuis Copenhague. La noblesse norvégienne a pratiquement disparu. Les quelques nobles restants ont été remplacés par des fonctionnaires danois. La langue officielle devint le danois, qui était utilisé dans les documents, l'éducation, l'administration, les tribunaux, même dans les églises. La culture locale a été réprimée. Les traditions norvégiennes étaient considérées comme rurales, primitives ou grossières. Et pourtant, le peuple norvégien n'a jamais perdu son essence, une résistance silencieuse. Alors que le danois dominait dans les villes et les ports, dans les montagnes, dans les fjords et dans les villages, l'identité norvégienne restait vivante. Dans la langue parlée, dans les dialectes qui ont résisté à l'imposition danoise. Dans les contes populaires, dans les légendes de trolls, de géants, d'esprits de la forêt et de la mer. Dans la musique traditionnelle, les danses folkloriques, les costumes traditionnels et les rituels communautaires. Dans les bâtiments en bois, les célébrations du solstice et la vie dure, mais fière du paysan, du pêcheur et du bûcheron. La Norvège est restée un peuple uni par quelque chose de plus profond que les lois. Son lien avec la nature et sa mémoire collective. Et économiquement, la Norvège était essentielle au Danemark. De là sont nés le bois, indispensable à la construction navale, poissons séchés qui nourrissaient la moitié de l'Europe, minéraux notamment fer et cuivre, et une ressource très précieuse, la mer, avec ses voies de commerce, de pêche et de transport. Mais malgré son importance économique, la Norvège recevait toujours moins qu'elle ne donnait. Argent, impôts et ressources affluaient, mais vers le Danemark. Les guerres qui n'étaient pas les leurs. Autre point sensible, durant ces siècles, la Norvège a été entraînée dans les conflits du Danemark. Guerres avec la Suède, guerres contre les puissances européennes, blocages commerciaux, attaques contre les ports, pertes humaines et économiques. Et tout cela sans que les Norvégiens aient réellement leur mot à dire dans les décisions. Mais quelque chose a commencé à changer. À la fin du XVIIIe siècle, les idées des Lumières, de liberté, d'égalité et d'autodétermination commencèrent également à atteindre ces terres du Nord. Les Norvégiens, en particulier les marchands, les marins, les intellectuels et les paysans aisés, ont commencé à se demander « Pourquoi sommes-nous toujours gouvernés depuis Copenhague ? Pourquoi n'avons-nous pas nos propres lois, notre propre voix ? Pourquoi ne pouvons-nous pas décider de notre avenir ?» Et tandis que ces idées gagnaient en force, le monde explosait en révolutions. La Révolution américaine, la Révolution française, les guerres napoléoniennes. L'ordre traditionnel européen tout entier était ébranlé. Et puis, le coup final, le Danemark allié de Napoléon fut vaincu. En guise de punition, les vainqueurs, notamment la Suède et l'Angleterre, exigèrent du Danemark la restitution de la Norvège. Ce traité fut signé lors du célèbre traité de Kiel en 1814. Ainsi, après plus de 400 ans de domination danoise, la Norvège cessa de faire partie du Danemark. Est-ce que cela signifiait la liberté? Pas si vite, car l'histoire, comme toujours, nous réservait une autre tournure inattendue. Pour la première fois depuis des siècles, les Norvégiens se sentirent prêts à façonner leur propre destin. Ils rédigèrent une constitution, proclamèrent leur indépendance. Mais de l'autre côté du fjord, un nouveau géant observait la Suède. Et le chapitre suivant serait un mélange de rêve, de liberté et d'une négociation difficile et forcée. Et si vous avez aimé cette histoire, prenez une seconde pour vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et bien sûr, likez-moi. En vous abonnant et en aimant la vidéo, vous ne soutenez pas seulement ce travail, vous aidez aussi davantage de personnes à découvrir cette histoire. Des personnes qui, comme vous, ont besoin d'inspiration, de force et de comprendre qu'il est toujours possible d'avancer, même si le chemin peut paraître difficile. Votre soutien permet à ce message de se faire entendre encore plus loin. Continuez, ce n'est pas fini. 9. Le réveil national et la route vers l'indépendance, 1814. Après plus de 400 ans sous domination danoise, la Norvège a enfin vu une fissure dans l'imposant mur qui la retenait.
Mais la liberté n'est jamais un cadeau, elle se gagne, se construit et parfois se négocie entre l'épée et les traités. Le monde est en feu et la Norvège est en mouvement. Les guerres napoléoniennes avaient bouleversé tout le paysage politique européen. Le Danemark, allié de Napoléon, fut vaincu. Et les vainqueurs, l'Angleterre, la Russie et surtout la Suède, profitèrent de l'occasion pour redessiner la carte en leur faveur. Dans ce jeu de pouvoir, la Suède exigeait que le Danemark lui cède la Norvège en compensation de la perte de la Finlande, que la Suède avait dû céder à la Russie des années plus tôt. Et c'est ainsi que, sans consulter les Norvégiens, les rois d'Europe signèrent en janvier 1814 le traité de Kiel, par lequel la Norvège passa d'un maître à un autre. Mais attention, ici l'histoire prend une tournure à laquelle personne ne s'attendait. Les Norvégiens ont dit non. Pour la première fois depuis des siècles, les Norvégiens n'acceptèrent pas simplement l'obéissance. Ils refusèrent d'être traités comme un pion sur un échiquier. Sous l'impulsion du prince danois Christian Fredrik, alors vice-roi de Norvège, un mouvement allait tout changer. Loin de fuir après la signature du traité, ce jeune homme décida d'écouter le cri du peuple. Si le Danemark nous livre et que la Suède nous revendique, alors il sera temps de décider par nous-mêmes. La constitution d'Eidsvoll, un rêve est né. Au printemps 1814, 112 représentants norvégiens de toutes les régions, paysans, marchands, clergés, militaires et nobles, se sont réunis dans un petit village appelé Eidsvoll, juste à l'extérieur d'Oslo. Là, dans une atmosphère remplie d'espoir, de débats passionnés et de longues heures, ils ont rédigé ce qui allait devenir l'un des documents les plus avancés et les plus progressistes de son époque. La Constitution de la Norvège, signée le 17 mai 1814. Elle proclamait que la Norvège était un royaume libre, souverain et indépendant. Elle a établi les principes de séparation des pouvoirs, de souveraineté populaire et de droit civil. Elle limitait sévèrement le pouvoir du roi en montrant clairement que le pouvoir appartenait au peuple. Christian Fredrik a été élu roi de Norvège. Pour la première fois depuis des siècles, la Norvège avait un monarque élu par les Norvégiens eux-mêmes et non imposé par un trône étranger. Mais la liberté avait un prix. La Suède n'accepta pas cette indépendance. Son roi, Charles XIII, soutenu par les principales puissances européennes, exigea que la Norvège se conforme à l'accord signé à Kiel. Lorsque la Norvège a refusé, la Suède a envahi le pays. Durant l'été 1814, une guerre brève mais intense éclata. Les soldats norvégiens, mal équipés et en infériorité numérique, défendirent courageusement leurs vallées, leurs montagnes et leurs fjords. La bataille la plus importante eut lieu à Moseid, où ils s'affrontèrent férocement. Mais ils savaient que l'équilibre des forces ne leur était pas favorable. La négociation qui a sauvé la dignité. Malgré un désavantage militaire, la Norvège a réussi quelque chose de surprenant. Il ne s'agissait pas d'une reddition totale. Par l'accord Moss, signé en août 1814, la Norvège accepta de rejoindre la Suède, non pas en tant que province soumise, mais en tant que royaume autonome, doté de sa propre constitution, de son propre parlement, le Storting, et d'une indépendance interne considérable. Il ne partagerait que le roi et la politique étrangère. Naissance de l'union entre la Norvège et la Suède, 1814-1905. Une union inconfortable, certes, mais très différente de la relation de soumission avec le Danemark. Pour la première fois, les Norvégiens disposaient d'une voix, de leurs propres lois et d'un gouvernement élu sur leur propre territoire. Ils n'étaient pas totalement libres, mais ils n'étaient pas non plus totalement soumis. Et ainsi commença un siècle d'éveil national. Un siècle durant lequel la culture, la langue, les traditions et la fierté norvégienne ont recommencé à s'épanouir. Dans les livres, la musique, l'art, l'éducation, et dans le cœur de chaque Norvégien, le rêve d'une indépendance totale a perduré. Et ce rêve ne tarderait pas à se réaliser. 10. L'union avec la Suède. Indépendance partielle, 1814-1905. L'histoire de la Norvège prit un tournant inattendu en 1814.
Pour la première fois depuis plus de 4 siècles, les Norvégiens rédigèrent leur propre constitution, proclamèrent leur indépendance et élirent leur propre roi. Mais la réalité géopolitique de l'Europe de l'époque ne facilita pas les choses. Après la brève guerre avec la Suède, la Norvège fut obligée d'accepter une union, mais pas une capitulation. L'accord Moss, qui mit fin au conflit, permit à la Norvège de conserver sa constitution, son parlement, le Storting, et son autonomie interne. Les seuls points communs avec la Suède étaient le roi et la politique étrangère. Ce n'était pas la liberté totale dont beaucoup rêvaient, mais ce n'était pas non plus une soumission totale. C'était une sorte de compromis précaire, un équilibre fragile entre fierté nationale et réalité diplomatique. La Norvège commence à marcher sur ses propres pieds. Tout au long du XIXe siècle, la Norvège a commencé à renforcer son identité nationale comme jamais auparavant. Le Storting, le Parlement norvégien, a gagné en pouvoir, tandis que la figure du roi, résidant à Stockholm, est devenue plus symbolique et distante pour de nombreux Norvégiens. Les décisions internes, éducation, économie, justice, loi, culture, étaient prises par les Norvégiens eux-mêmes, sans intervention directe de la Suède, la renaissance culturelle norvégienne. Cette période fut également celle d'un éveil culturel impressionnant. Les Norvégiens commencèrent à se pencher sur leurs racines et à redécouvrir ce qui les rendait uniques. La nature sauvage et majestueuse de ces fjords, de ces montagnes et de ces forêts. Leurs légendes de trolls, de fées, d'esprits de la forêt et de contes vikings, sa musique folklorique, ses danses, ses costumes traditionnels. Leur langue, qui a commencé à se séparer du danois, a donné naissance au nynorsk, une forme de la langue norvégienne basée sur des dialectes ruraux. C'est l'époque des grands artistes, musiciens et écrivains qui ont façonné l'identité moderne du pays. Edvard Grieg, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Theodor Kittelsen, des personnalités qui ont fait connaître la culture norvégienne au monde entier. Une économie en pleine transformation. Au cours du XIXe siècle, la Norvège est passée d'un pays rural et agricole à un pays plus moderne. L'industrie de la pêche et la navigation se sont développées. Le commerce maritime a fait de la Norvège l'une des plus grandes puissances maritimes du monde. Les premiers trains, télégraphes et routes modernes sont arrivés. Des usines, des scieries et l'industrie hydroélectrique ont émergé, profitant de ces rivières et de ces chutes d'eau. L'économie a commencé à bouger, et avec elle, les idées aussi. Le nationalisme est en hausse, et l'unité commence à se fissurer. Au fur et à mesure que le siècle avançait, les Norvégiens commencèrent à se demander: si nous avons notre parlement, nos lois, notre économie, notre culture, pourquoi continuons-nous à partager un roi et une politique étrangère avec la Suède? Les tensions montèrent, notamment sur un point essentiel. La Norvège souhaitait avoir son propre service diplomatique, ses propres consulats et ambassades. Ce que la Suède refusait. Les débats s'intensifièrent, les manifestations se multiplièrent. Le sentiment d'indépendance totale était plus fort que jamais. Un chemin inévitable vers la rupture. Finalement, après des années de discussions, de négociations infructueuses et de pression populaire, le Parlement norvégien a pris une mesure qui allait changer l'histoire à jamais. Le 7 juin 1905, le Storting déclara unilatéralement la dissolution de l'union avec la Suède. L'argument était clair et convaincant. Le roi de Suède ne remplissait plus ses obligations envers la Norvège. Par conséquent, l'union était dissoute. Guerre, conflit. Pendant plusieurs mois, la crainte d'une guerre avec la Suède était réelle. Des troupes étaient mobilisées aux frontières, des navires étaient préparés dans les fjords, et le monde regardait vers le nord avec inquiétude. Mais étonnamment, le sang n'a pas atteint la rivière. Grâce à des négociations habiles menées par des diplomates des deux côtés et surtout par le désir d'éviter une guerre entre nations sœurs, la Suède a accepté la dissolution de l'Union. La Norvège moderne est née. Pour achever son indépendance, la Norvège devait désormais choisir si elle voulait être une république
ou rester une monarchie. Un référendum fut organisé. 79% des votants se prononcèrent en faveur du maintien de la monarchie. Le prince Karl de Danemark fut donc invité, mais il accepta à une condition, que le peuple norvégien l'élise librement. C'est ce qu'ils firent. Karl adopta le nom de Haakon VII, en l'honneur des anciens rois vikings de Norvège, et son fils fut prénommé Olav, perpétuant ainsi la nouvelle lignée royale norvégienne. Le 18 novembre 1905, Haakon VII arrive en Norvège et est accueilli comme le premier roi d'un pays totalement libre, souverain et indépendant. La liberté était enfin une réalité. La Norvège, après des siècles de domination, de gouvernement et d'utilisation comme monnaie d'échange entre puissances étrangères, avait enfin son destin entre ses mains. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le XXe siècle apportera de nouveaux défis. Guerre mondiale, occupation, reconstruction et finalement devenir l'un des pays les plus prospères et les plus admirés du monde. 11. Indépendance totale. La Norvège moderne est née 1905. Le 7 juin 1905, lorsque le Parlement norvégien déclara la dissolution de l'Union avec la Suède, ce n'était pas seulement un acte politique. C'était un cri qui traversa les montagnes, les fjords et les vallées. Un cri qui disait « Nous sommes libres, nous sommes enfin maîtres de notre destin ». Une indépendance sans coup de canon. Dans un monde où la plupart des processus d'indépendance étaient marqués par des effusions de sang, l'histoire de la Norvège fut différente. Après des mois de tension, de mobilisation des troupes et de négociations diplomatiques, la Suède accepta pacifiquement la dissolution de l'Union. Ce fut un moment historique, non seulement pour les Norvégiens, mais pour le monde entier. L'indépendance n'a pu être obtenue sans guerre, sans bataille, que grâce à la volonté, à la diplomatie et à la détermination d'un peuple. Le choix du roi, un symbole de renaissance. Mais l'indépendance soulève désormais une grande question. Quelle forme de gouvernement devrait avoir la nouvelle Norvège? Une république ou une monarchie constitutionnelle, comme dans de nombreux pays européens? Le débat fut intense, mais le peuple finit par s'exprimer. Lors d'un référendum, plus de 79% des Norvégiens se prononcèrent en faveur du maintien de la monarchie. Mais ils ne voulaient pas d'un roi imposé de l'extérieur. Ils voulaient un roi qui n'accepterait d'être roi que si le peuple le souhaitait. C'est alors qu'ils se tournèrent vers le Danemark. Là, le prince Karl de Danemark, petit-fils du roi danois, accepta une condition qui allait entrer dans l'histoire. « Je ne serai roi que si le peuple norvégien le décide ». Le peuple l'accepta. Et Karl, dans un geste chargé de sens, adopta le nom de Haakon VII en l'honneur des anciens rois vikings de Norvège, reliant ainsi le présent à la mémoire ancestrale du pays. Son fils fut baptisé Olav, qui deviendrait un jour roi à son tour. Le 18 novembre 1905, Haakon VII arrive à Oslo. Les rues étaient remplies de drapeaux, de chants et de larmes d'émotion. La Norvège, après des siècles de domination, de division et d'utilisation comme monnaie d'échange, était enfin une nation souveraine et à part entière, avec son propre roi, son propre drapeau et son propre destin. Les premiers pas d'un pays libre. Les années suivantes furent remplies d'un enthousiasme énorme, mais aussi de travail acharné. La Norvège était libre, certes, mais c'était un petit pays dispersé dont l'économie reposait presque exclusivement sur la pêche, le bois et quelques minéraux. Il y avait beaucoup de travaux à faire. Il développa une marine marchande qui allait bientôt devenir l'une des plus grandes du monde. Il a renforcé la démocratie, le système éducatif et les infrastructures. L'industrie hydroélectrique a été promue, profitant de ses rivières et de ses cascades, ce qui a jeté les bases d'une industrialisation durable. L'indépendance n'était pas seulement un acte politique, c'était un processus de construction quotidienne, de renforcement de l'identité, de regard vers l'avenir avec espoir, mais sans oublier les leçons du passé. Une politique étrangère différente. La Norvège, libérée de ses liens avec la Suède et le Danemark, a commencé à tracer sa propre voie dans le monde.
Il était fermement engagé en faveur de la paix et de la diplomatie. Il a été l'un des premiers pays à promouvoir la résolution pacifique des conflits internationaux. En 1901, avant même son indépendance totale, le monde a reconnu la tradition de paix de la Norvège avec la création du prix Nobel de la paix, qui est toujours décerné aujourd'hui à Oslo. Mais les temps calmes ne dureront pas éternellement. Quelques décennies plus tard, le monde allait être englouti dans les deux guerres les plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité. La Norvège, neutre, a tenté de rester à l'écart, mais la réalité, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, allait la forcer à affronter l'un des défis les plus sombres de son histoire, l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Car l'indépendance se conquiert, certes, mais il faut aussi la défendre. 12. En temps de guerre, la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale. La Norvège avait enfin obtenu son indépendance, sa liberté et la maîtrise de son destin. Durant les premières décennies du XXe siècle, sa politique était claire, la neutralité. La Norvège ne voulait rien savoir des rivalités entre les grandes puissances européennes. Son objectif était de vivre en paix, de se développer, de commercer et d'entretenir des relations diplomatiques avec tous. Mais le monde avait d'autres plans. 1939, le monde en guerre. La Seconde Guerre mondiale éclata avec fureur. L'Allemagne, sous le régime nazi d'Adolf Hitler, commença son expansion en Europe. En quelques mois, la Pologne fut envahie, puis le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'un après l'autre. Et bien que la Norvège ait déclaré sa neutralité, comme elle l'avait fait lors de la Première Guerre mondiale, cette fois-ci, sa neutralité ne serait pas respectée. Pourquoi la Norvège? La Norvège était bien plus qu'un petit pays paisible d'Europe du Nord. Sa situation géographique était stratégique. Contrôler la Norvège signifiait contrôler l'accès à l'Atlantique Nord. De plus, le fer suédois, essentiel à la machine de guerre allemande, était exporté depuis le port norvégien de Narvik. Le contrôle de la Norvège a permis à Hitler de protéger ses routes maritimes et de bloquer l'Angleterre. 9 avril 1940, la tempête arrive. Ce jour-là, sans avertissement, la Wehrmacht, l'armée nazie, lance l'opération Weserübung, l'invasion simultanée du Danemark et de la Norvège. Copenhague est tombée en quelques heures seulement. Mais la Norvège a résisté. À l'aube, les navires de guerre allemands pénétrèrent dans les fjords. Les troupes débarquèrent dans les principales villes, Oslo, Bergen, Trondheim et Narvik. Mais les Norvégiens, menés par leur roi Haakon VII, n'étaient pas prêts à abandonner facilement. Le roi qui ne s'est pas rendu. Lorsque les Allemands ont exigé que le gouvernement norvégien accepte l'occupation et collabore avec le Troisième Reich, Haakon VII a catégoriquement refusé. Les paroles du roi sont entrées dans l'histoire. Si le gouvernement norvégien accepte, j'abdiquerai. Mais si vous décidez de résister, je résisterai à vos côtés. Son exemple a inspiré le pays tout entier. Tandis que le gouvernement légitime s'exilait à Londres, il continuait de là à lutter pour la liberté de son peuple. La résistance norvégienne, un peuple qui ne s'est jamais rendu. Bien que les Allemands aient occupé les villes, une résistance courageuse et organisée a émergé dans les champs, les montagnes et les fjords. Sabotage, destruction de voies ferrées, explosions dans des usines, naufrage de navires ennemis. Espionnage. Ils transmettaient des informations secrètes aux Alliés depuis les montagnes. Aide aux Alliés. Des milliers de Juifs et de prisonniers norvégiens s'échappent vers la Suède grâce à des réseaux clandestins. L'un des épisodes les plus héroïques de la résistance norvégienne fut l'opération contre l'usine d'eau lourde de Vemork, où les nazis tentaient de développer une bombe atomique. Un groupe de Norvégiens à ski à travers les montagnes glacées et par des températures extrêmes parvint à détruire l'installation, retardant ainsi le projet nucléaire nazi. Collaborateurs et traîtres. Tous n'étaient pas des héros. Certains collaborèrent aussi avec les nazis. Le plus célèbre fut Vidkun Quisling, qui forma un gouvernement fantoche sous contrôle allemand.
Dès lors, son nom devint synonyme de traître, non seulement en Norvège, mais dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Quisling est une façon de désigner un traître. 5 années d'obscurité. De 1940 à 1945, la Norvège a vécu sous l'occupation nazie. Restrictions, censure, arrestations et exécutions. Plus de 700 juifs norvégiens ont été arrêtés et déportés vers des camps d'extermination. Des milliers de Norvégiens ont été emprisonnés, torturés ou tués pour avoir participé à la résistance. Mais ils n'ont jamais abandonné. La flamme de la liberté ne s'est jamais éteinte. 8 mai 1945. La liberté revient. Après la défaite de l'Allemagne, les troupes nazies capitulèrent. Les drapeaux nazis tombèrent, les drapeaux norvégiens flottèrent à nouveau. Le roi Håkon VII rentra triomphalement à Oslo, accueilli par une foule en pleurs. Sa figure devint le plus grand symbole de la résistance et de la dignité norvégienne. De la guerre à la reconstruction. Mais la guerre n'a pas laissé que des blessures physiques. Elle a laissé des traumatismes, des villes détruites, des familles brisées et un pays à reconstruire. Non seulement dans ses bâtiments, mais aussi dans son âme. Et la Norvège, comme elle l'avait fait tant de fois dans son histoire, s'est soulevée. Car ce peuple, endurci par les fjords, les montagnes et les hivers, sait que la liberté n'est jamais gratuite, mais qu'elle vaut toujours la peine d'être défendue. Et si cette histoire est aussi choquante pour vous qu'elle l'est pour moi, je vous invite à faire quelque chose de très simple mais puissant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer cette vidéo et surtout de la partager. Car en faisant cela, vous ne soutenez pas seulement cette chaîne. Vous contribuez à ce que cette histoire touche davantage de personnes, de cœurs, d'esprits qui, comme vous, recherchent l'inspiration, la connaissance et cette force que seule l'histoire peut apporter. Votre soutien fait la différence. On continue. Le meilleur reste à venir. 13. Reconstruction et État-providence. La guerre était finie, mais les cicatrices subsistaient. La Norvège, comme toute l'Europe, était dévastée. Les villes portaient des stigmates de l'occupation nazie, les ports avaient été bombardés, les industries étaient paralysées. Et des milliers de familles pleuraient, ceux qui n'étaient pas revenus. Mais si ce pays a prouvé quelque chose tout au long de son histoire, c'est que les Norvégiens n'abandonnent jamais. Et ainsi, lorsque le dernier drapeau nazi est tombé et que le drapeau norvégien a flotté à nouveau, l'un des chapitres les plus extraordinaires et admirables de son histoire a commencé. La reconstruction et la création de l'un des États-providence les plus forts et les plus justes du monde. Tout d'abord, reconstruire les bases. Les priorités étaient claires, reconstruire les ports, les navires et les routes commerciales. Reconstruire les maisons, les usines et les écoles détruites. Relancer la pêche, l'agriculture et l'industrie. Le travail était titanesque. Familles, voisins, villages, tout le monde s'est mobilisé. Hommes et femmes côte à côte, les mains pleines de boue, de ciment, de bois et d'espoir. Mais la Norvège ne voulait pas simplement revenir à ce qu'elle était avant. Non, elle voulait s'améliorer. Elle voulait construire un pays où personne ne serait laissé pour compte. L'État-providence est né. Inspiré par les idées de solidarité, d'égalité et de justice sociale qui ont balayé l'Europe après la guerre, les Norvégiens ont compris que la liberté n'était pas seulement politique. Elle devait également être économique et sociale. Si nous nous battons tous pour cette liberté, alors nous méritons tous d'en profiter. Et c'est ainsi qu'est né le modèle norvégien, soins de santé publics gratuits et universels, une éducation gratuite et de qualité de l'enfance à l'université, pension pour les retraités, soutien aux familles, allocation de chômage et aide sociale, un logement décent, un accès à la culture, aux loisirs et à l'épanouissement personnel. Ce modèle n'était pas de la charité. C'était un contrat social où chacun contribuait selon ses capacités et recevait selon ses besoins. L'économie est en pleine transformation. La pêche, le transport maritime et l'industrie du bois sont restés des piliers, mais la Norvège s'est également aventurée dans de nouveaux secteurs. L'énergie hydroélectrique, exploitant ses rivières, ses cascades et ses lacs,
est devenu un moteur du développement durable. Il a investi dans l'industrie maritime, construisant l'une des plus grandes flottes marchandes du monde. L'innovation technologique et l'industrie lourde, de l'aluminium aux produits chimiques, ont été promues. Tout cela s'accompagne de salaires décents, de syndicats forts et d'une législation du travail avancée. Et en politique étrangère, un phare de paix. La Norvège est devenue synonyme de diplomatie, de médiation et de paix dans le monde entier. En 1949, la Norvège rejoint l'OTAN, comprenant que la sécurité collective était vitale dans un monde où la guerre froide commençait à diviser la planète. Il a néanmoins toujours maintenu une politique indépendante et active dans la recherche de solutions pacifiques aux conflits. Elle est devenue le pays hôte d'importants accords de paix, comme les célèbres accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens dans les années 1990. Et bien sûr, même avant la guerre, la Norvège abritait le prix Nobel de la paix, décerné chaque année à Oslo, symbole de l'engagement du pays en faveur de la paix dans le monde. La culture comme identité. Au cours de ce processus de reconstruction, les Norvégiens n'ont pas seulement construit des bâtiments et des usines, ils ont également reconstruit leur âme. Ils ont renforcé leur langue, leur littérature, leur musique et leurs traditions. La protection de la nature est devenue un élément essentiel de leur identité nationale. Une génération d'artistes, d'écrivains et de cinéastes a émergé, montrant au monde que ce petit pays était à la fois moderne, avancé et profondément lié à son histoire et à son environnement. Et alors que la Norvège semblait se relever, l'histoire lui réservait encore une surprise. À la fin des années 1960, quelque chose qui allait changer à jamais le destin du pays a commencé à bouillonner. Non pas dans le sol, mais sous le plancher de la mer du Nord. Une découverte qui ferait de la Norvège l'un des pays les plus riches du monde et démontrerait que la véritable richesse ne réside pas seulement dans ce qui se trouve sous la terre, mais dans la façon dont un pays choisit de gérer ce qu'il possède. Mais cela, c'est l'histoire du chapitre suivant. 14. Le pétrole, la richesse qui a tout changé, année 1960. Au milieu du XXe siècle, la Norvège s'était déjà reconstruite avec dignité, efforts et solidarité. Un pays engagé en faveur de l'éducation, de la santé et de la justice sociale. Mais elle restait une petite nation aux ressources limitées, dépendante de la pêche, de l'énergie hydroélectrique et de son industrie maritime. Et puis, l'histoire a pris une autre tournure inattendue. Tout a commencé par une question. Y aura-t-il du pétrole sous la mer du Nord? À cette époque, de grandes entreprises internationales exploraient les eaux proches de l'Écosse, de l'Angleterre et des Pays-Bas où des gisements de gaz et de pétrole avaient déjà été découverts. La Norvège, avec son vaste littoral et son plateau continental s'étendant sous l'océan, a commencé à se demander si elle aussi ne cachait pas ce trésor noir sous les vagues. La recherche et la découverte qui a tout changé. Pendant des années, forer était presque un acte de foi. Des équipes de géologues, d'ingénieurs et de navires de forage tentaient de trouver quelque chose, alors que beaucoup pensaient que ce serait un échec. Jusqu'en 1969, tout a changé. Dans le champ d'Ecofisk, à environ 320 km des côtes, la découverte qui allait transformer le destin de la Norvège a été faite. Une gigantesque réserve de pétrole et de gaz naturel. La nouvelle fut un véritable séisme économique. Ce qui était autrefois un pays relativement pauvre en ressources naturelles stratégiques est soudainement devenu propriétaire de l'une des plus grandes réserves de pétrole en eau profonde du monde. Les investissements étrangers ont commencé à affluer. Les compagnies pétrolières, les banques et les gouvernements ont regardé la Norvège avec un regard différent. Mais c'est là que la Norvège fait quelque chose qui va changer son histoire et qui la différencie radicalement de nombreux autres pays qui ont découvert du pétrole. La décision qui a fait la différence. La Norvège a compris dès le départ que le pétrole ne pouvait pas être seulement l'affaire de quelques-uns. Le pétrole appartient au peuple norvégien. Avec cette philosophie, le gouvernement a établi des règles claires.
l'État aurait un contrôle absolu sur les ressources. Une compagnie nationale, Statoil, aujourd'hui Equinor, fut créée pour gérer une partie de l'exploitation. Des taxes élevées ont été imposées aux sociétés étrangères opérant dans ces eaux. Et surtout, le fonds souverain norvégien a été créé, où serait déposée la majeure partie des revenus pétroliers. Ce fonds n'est pas destiné à des dépenses immédiates. C'est un fonds d'épargne à long terme, destiné à assurer le bien-être des générations futures. Le fonds qui a surpris le monde. Aujourd'hui, le fonds souverain norvégien est le plus important au monde. Elle détient des investissements dans plus de 9000 entreprises réparties dans 70 pays. Elle possède des propriétés, des actions, des obligations et des projets sur tous les continents. Et plus impressionnant encore, leur objectif n'est pas le profit pour lui-même, mais plutôt de garantir que lorsque le pétrole sera épuisé, la Norvège restera un pays prospère, juste et stable. Le pétrole a apporté le développement, mais pas la corruption. Contrairement à ce qui s'est passé dans de nombreuses autres régions du monde, où la soi-disant malédiction du pétrole a généré corruption, inégalité et crise, c'est le contraire qui s'est produit en Norvège. Des investissements ont été réalisés dans l'éducation, la recherche, l'innovation et la technologie. Le système de santé, les retraites et les infrastructures ont été renforcés. Les villes ont été modernisées, des routes, des ponts, des aéroports et des hôpitaux de première classe ont été construits, mais aussi la conscience environnementale. Dès leur plus jeune âge, les Norvégiens ont compris que l'extraction du pétrole devait se faire avec le moins d'impact possible. Certaines des normes environnementales les plus strictes au monde ont été appliquées. Et au même moment où la Norvège explorait le pétrole, elle commençait à investir massivement dans les énergies renouvelables, notamment l'hydroélectricité, l'éolien offshore et le captage du carbone, d'une humble nation à une puissance mondiale. En moins de 50 ans, la Norvège est passée d'une économie basée sur la pêche et le transport maritime à l'un des pays les plus riches du monde en termes de PIB par habitant. Leader mondial en matière de qualité de vie, d'égalité, d'éducation et de bien-être social. Un modèle que de nombreux autres pays étudient et admirent, mais les Norvégiens ne sont pas dupes. Ils savent que le pétrole ne durera pas éternellement. C'est pourquoi ils continuent de défendre la transition écologique, la durabilité et un modèle économique où la richesse ne repose pas uniquement sur ce qui sort du sol, mais sur le savoir, l'innovation et le respect de la nature. Alors que de nombreuses nations cherchent encore leur voie, la Norvège prouve que la véritable richesse ne réside pas seulement dans les ressources, mais dans la façon dont on les gère. 15. La Norvège aujourd'hui, un phare de paix, de nature et de prospérité. Après des siècles de guerres, d'invasions, d'occupations et de défis, la Norvège que nous voyons aujourd'hui n'est pas simplement un autre pays sur la carte. C'est un véritable phare de paix, de prospérité, de durabilité et de qualité de vie dans le monde. Une démocratie solide, forte et transparente. Aujourd'hui, la Norvège est l'une des démocraties les plus fortes de la planète. Son système parlementaire garantit la transparence, la participation citoyenne et la prise de décision collective. La corruption y est quasi inexistante. Le pays est régulièrement considéré comme l'un des plus transparents au monde. La confiance des citoyens dans leurs institutions est extrêmement élevée. Ici, les politiciens sont de véritables serviteurs du public et les ressources du pays sont gérées de manière responsable et tournées vers l'avenir. Le modèle norvégien, un bien-être réel et tangible. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas de la propagande, c'est une réalité vécue au quotidien, une éducation gratuite et de qualité, de la maternelle à l'université, des soins de santé publique universels, gratuits et excellents, des pensions décentes, un soutien familial, des allocations de chômage, des logements sociaux et des services communautaires de premier ordre. Droit du travail avancé, semaine de travail équilibrée, congés de maternité et de paternité prolongés, congés généreux et équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée.
Un leader mondial en matière de développement durable. La Norvège est certes un pays producteur de pétrole, mais c'est aussi l'un des pays qui a le plus investi dans la transition vers un avenir durable. Plus de 98% de l'électricité du pays provient de sources renouvelables, notamment de l'énergie hydroélectrique. Il a été un pionnier de l'énergie éolienne offshore, de la capture du carbone et de la mobilité électrique. C'est l'un des pays qui compte le plus de voitures électriques par habitant au monde. Ses politiques environnementales protègent non seulement ses forêts et ses fjords, mais aussi sa biodiversité marine et terrestre. Un acteur de paix et de coopération dans le monde. S'il y a une chose qui définit la Norvège sur la scène internationale, c'est son rôle de négociateur de paix. Il a facilité des négociations de paix dans les conflits les plus difficiles du monde, du Moyen-Orient, les célèbres accords d'Oslo, à l'Amérique latine et à l'Afrique. Leur engagement en faveur des droits de l'homme, de l'environnement et de la coopération internationale est exemplaire. Et comme symbole de tout cela, la Norvège demeure le pays d'origine du prix Nobel de la paix, décerné chaque année dans la ville d'Oslo. Nature, qualité de vie et bonheur. Vivre en Norvège, c'est vivre entouré d'une nature pure et majestueuse. Des fjords qui semblent venir d'une autre planète, des montagnes qui touchent le ciel, des forêts infinies, des lacs cristallins et les aurores boréales qui illuminent les nuits arctiques. Les Norvégiens ont appris que le bien-être ne se résume pas à l'argent. Il se résume aussi à une randonnée en montagne, à la pêche en lac, au ski en hiver ou simplement à la contemplation du ciel depuis un chalet perdu au milieu de nulle part. Ce n'est donc pas un hasard si, année après année, la Norvège se classe parmi les pays les plus heureux du monde. Car ici, le bonheur n'est pas un luxe, c'est un droit. Et vers l'avenir, loin de se reposer sur ses lauriers, la Norvège regarde vers l'avenir, les pieds sur terre et les yeux rivés sur l'horizon. Engagée dans l'innovation technologique, l'intelligence artificielle, l'énergie propre et l'économie circulaire. Investir dans l'éducation, la recherche et le développement comme outils pour maintenir la prospérité dans un monde en mutation. Et il travaille chaque jour pour que la richesse du présent soit aussi la richesse de ses enfants, petits-enfants et des générations futures. Car la véritable richesse de la Norvège ne réside pas seulement dans son pétrole, ni dans son fonds souverain, ni même dans ses fjords. Elle réside dans son peuple, dans sa capacité à résister, à s'adapter, à se réinventer et à construire chaque jour un pays plus juste, plus vert, plus pacifique et plus humain. Et ainsi, c'est l'histoire de la Norvège. Une terre qui n'a jamais été facile, un peuple qui n'a jamais eu tout sur son assiette, qui a été convoité, divisé, attaqué, mais qui n'a jamais laissé son âme lui être enlevée. La Norvège est le reflet de ce que signifie résister, s'adapter et renaître. Parce que, comme ce peuple, vous savez aussi ce que c'est que d'affronter des obstacles, d'être sous-estimé, d'être vu tomber, mais vous savez aussi ce que c'est que de se relever. L'histoire norvégienne nous enseigne que peu importe le nombre de fois où ils essaient de vous renverser, ce qui compte, c'est à quel point vous êtes prêt à vous battre pour qui vous êtes, pour ce que vous aimez, pour votre identité, pour votre avenir. Parce que la vraie liberté ne vous est pas donnée. Elle se construit, se défend et se conquiert. Et c'est la plus grande leçon que nous laisse cette terre indomptable appelée Norvège. L'histoire de la Norvège nous enseigne une leçon qui va bien au-delà de ses paysages, de ses fjords ou de ses richesses. Cela nous apprend que peu importe combien de fois la vie vous fait vous sentir petit, invisible, oublié ou contrôlé par des forces plus grandes. Parce qu'il y a toujours une issue. La Norvège est la preuve que même s'ils vous renversent, même s'ils vous volent ce qui vous appartient, même s'ils vous font croire que vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours vous relever, vous réinventer et construire votre propre destin. Et s'ils ont pu le faire, vous le pouvez aussi. Car la liberté, le respect et la dignité ne vous sont pas offerts. Ils se gagnent, ils se construisent, ils se défendent.
Que l'histoire de la Norvège ne soit pas seulement un conte du passé, mais un miroir qui vous rappelle que vous avez encore le temps d'écrire votre propre avenir. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, car votre avis m'est précieux. Et aussi, en commentant, vous contribuez à faire connaître cette vidéo à davantage de personnes qui ont également besoin de la connaître. Ne partez pas sans aimer, vous abonner à la chaîne et activer la cloche, car cela nous permet de continuer à partager plus d'histoires comme celle-ci. Des histoires qui inspirent, qui enseignent et qui nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre de notre propre vie. Je vous lirai dans les commentaires. À bientôt pour la prochaine vidéo.